Nous allons nous projeter dans les territoires intelligents, ou également appelés territoires connectés et durables, en compagnie d'Emmanuel Passilly, Audrey Morel, Cyril Luneau, Alain Comely, Brice Messier et Marc Bourris. Voilà, je vous invite à vous installer. Prenez place. Je ne vous abandonne pas, je reste pas très loin. Allez-y, Brice. Et il nous manque Marc. Voilà, Marc, si tu veux bien t'installer. Voilà, ces fameux territoires intelligents qui font l'objet aujourd'hui de réflexions qui commencent à aboutir. Hein. Ça fait longtemps qu'on évoque effectivement l'évolution, la transformation des territoires à la lumière du numérique et des réseaux qui portent ce numérique. Il y a aujourd'hui une réflexion en cours à la Caisse des dépôts. C'est Emmanuel Passilly qui va nous en parler, si vous voulez bien lui passer un micro. Dans une sorte de tandem avec Audrey Morel. Audrey Morel, vous êtes vice-présidente de la commission Smart d'Infranum, et Emmanuel Passilly, vous êtes responsable d'investissement Ville et Territoires Intelligents. Donc vous êtes l'homme de la situation, on est bien d'accord. Donc à quoi ça va ressembler ces territoires intelligents ? C'est une question très très intéressante et effectivement on se la pose, les territoires se la posent, les opérateurs tous autant qu'ils sont opérateurs urbains, opérateurs télécoms se la posent aussi et surtout se pose la question de la façon dont on va y arriver parce que l'ambition elle est posée, elle est posée d'aller utiliser le numérique, d'aller utiliser les données pour mettre en œuvre les politiques publiques, pour soutenir les politiques publiques, pour aider les élus dans leur prise de décision. Donc ça, c'est clair. Maintenant, comment on y va ? Et le premier constat qu'on fait à la Caisse des dépôts, c'est déjà qu'il n'y a pas une trajectoire unique, il n'y a pas une façon de faire, mais il y a plusieurs façons d'y aller. Et on voit à travers les territoires qui ont commencé à travailler le sujet, que y a des démarches très incrémentales où on traite un cas d'usage, puis un deuxième, et on s'applique à bien travailler sur chaque cas d'usage, sur chaque verticale. Il y a des démarches plus globales, des projets que tout le monde connaît, qui ont affiché dès le début une ambition Smart City avec en traitant l'ensemble des sujets et en essayant d'englober l'ensemble de leurs compétences dans leur projet. Et puis moi, il y a une autre démarche qu'on voit aussi, c'est une démarche un peu transverse et qui s'appuie notamment sur le pilotage de la donnée, quelle que soit son origine, quel que soit le producteur de cette donnée. Et on commence à voir des projets qui adoptent cette démarche-là. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire, mais il y a plein de bonnes façons de faire. Et ensuite, il faudra assumer les choix qu'on a faits. C'est sûr que chaque façon a ses avantages, a ses inconvénients, a ses risques, mais on est prêt, nous, côté Banque des Territoires, à accompagner tous les territoires, quelle que soit l'approche qu'ils choisissent au départ. Alors, il y a dans l'appel à projet un territoire connecté et durable, hein, c'est ça comme... c'est intelligent et durable. Intelligent et durable. Voilà. Je perds un petit peu, mais c'est pas grave, peu importe, mais il y a quelque part de premières idées sur la structuration, puisque c'est un appel à projet, la Caisse regarde ces projets, les valide ou pas, finalement. Combien de projets ont été déposés ? Alors là, on rentre dans les détails, mais comme j'ai fait un peu le tour pendant le déjeuner, j'ai vu qu'il y avait plein d'infos qui étaient déjà connues, donc je vais juste les synthétiser pour tout le monde. Donc, premièrement, c'est un appel à projet qui a été lancé par l'État, par la DGE, par le SGPI. Nous sommes opérateurs à la Banque des Territoires de cet appel à projet, et il a été lancé fin octobre. Avec, pour diverses raisons, un impératif d'une première relève de dossier. C'était le 17 janvier, donc très peu de temps, 2 mois, pour répondre sur un cahier des charges qui, au dire de certains, était quand même assez complexe. Et on a eu la surprise, et moi le premier, je ne m'y attendais pas, à avoir une quinzaine de dossiers, donc 16 exactement, qui ont répondu, ce qui était quand même nettement supérieur à ce qu'on attendait a priori.
vu les délais de réponse, vu la complexité du sujet. Alors on avait eu un aperçu quand même dans en cours de phase de dépôt, puisqu'on avait fait un webinaire, on avait 700 inscrits, dont à peu près 3/4 de collectivités, pour participer à un webinaire de présentation de l'appel à projet. Ce qui est quand même quelque chose d'assez significatif, parce qu'il y a assez peu de webinaires où on atteint ces chiffres-là. C'est clair. Donc sur un sujet aussi technique, c'est assez remarquable. Et d'ailleurs, pour moi, c'est aussi le reflet d'une dynamique assez forte sur l'enjeu de la donnée, l'enjeu de la gouvernance et de l'appropriation de la donnée par les territoires. Donc, pour répondre à la question initiale, parce que je vais y venir quand même. Donc, il y a une quinzaine. Donc, on a une quinzaine de projets aujourd'hui qui sont en cours d'instruction. On a eu la satisfaction aussi d'avoir tous les échelons territoriaux. Donc, on a de la commune jusqu'à la région, en passant par toutes les strates, agglo, communautés de communes, syndicats mixtes, numériques, syndicats mixtes d'électrification. Donc, on a plein de typologies de projets différentes, ce qui est très intéressant en termes de mutualisation, en termes de couverture de cas d'usage, parce que chacun a des compétences un peu différentes, donc ça veut dire qu'on va avoir une multiplicité de cas d'usage, et c'est le cas. On voit bien qu'on a un champ de cas d'usage très varié. Alors aujourd'hui, la question suivante, je suis sûr, c'est quand est-ce qu'il y aura la réponse ? Je ne vous savais pas télépathe, Emmanuel. Ça tombe bien, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, on est en cours d'instruction. Tous les porteurs de projets ont été informés des auditions qui vont avoir lieu. Et donc tout ça se poursuit et la communication sera soumise à l'approbation de l'État, évidemment. Et le jury qui valide in fine chacun des dossiers, il est composé comment ? Alors, on n'a pas choisi un jury qui valide les dossiers. On a un comité consultatif qui a été constitué de personnes indépendantes, expertes de leur domaine et en lien avec les sujets qui sont abordés dans les dossiers. Et donc, ces experts remettront leurs avis dans le cadre de l'instruction dans les semaines à venir. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Côté Infranum, donc il y a cette commission, Audrey Morel, que vous co-présidez avec Bertrand Blaise, voilà, qui devait intervenir aussi aujourd'hui. Je remercie d'Eurechef Audrey Morel d'avoir remplacé Bertrand au pied levé. Merci encore. Et Bertrand est souffrant et on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Donc ça fait combien de temps que cette commission Smart existe et quels sont ses objectifs ? Merci Sébastien. Alors cette commission, en fait, elle existe depuis plusieurs années. Depuis au moins 3 ans, 5 ans. Merci. Parce que voilà, maintenant on parle de territoire durable et connecté, mais c'est vrai qu'avant on parlait beaucoup de projets Smart City. Et c'est que les projets aujourd'hui qui sont plus identifiés derrière cette notion de territoire durable et connecté, ils existent depuis longtemps. Enfin, juste pour en citer des cas d'usage les plus emblématiques, on parle d'éclairage intelligent, de parking intelligent, de vidéoprotection, de plateforme de données. Et donc, dès l'émergence de ces projets, en fait, Infranum s'est saisi du sujet. Pourquoi ? Parce que tous ces projets ont un vecteur commun, c'est le numérique. Alors, il y a des projets qui s'appuient sur des infrastructures numériques et il y a d'autres projets où c'est plutôt le numérique qui s'implante sur d'autres infrastructures. Et puis, évidemment, il y a le boom de la donnée derrière qui, effectivement, permet maintenant aux administrations de communiquer davantage avec les citoyens, de mettre en place des plateformes de données, comme j'ai expliqué. Et donc, très vite, effectivement, Infranum a compris que ces projets-là, peu importe le temps que ça prendra, seront des projets inévitables pour les collectivités. Parce qu'il y a énormément de cas d'usage, il y a énormément de modalités de mise en œuvre, de types de financement. C'est un vecteur de valorisation pour les RIP qui étaient en cours de déploiement et c'est toujours un vecteur de valorisation de ces RIP. On voit aussi que c'est un vecteur de croissance pour un grand nombre d'industriels de la filière. Et donc, tous les travaux qui sont menés depuis le début par Infranum sur le sujet, d'ailleurs, maintenant, alimentent également les travaux du CSF. Après, par contre, effectivement, Infranum a, entre guillemets, pris un tournant dans la manière d'aborder le sujet.
savez que bon, les premières années, on voyait un peu les projets se construire. Entre guillemets, on est plus à un regard d'observateur. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut mettre en place ces projets à grande échelle. Et entre guillemets, harmoniser, s'appuyer sur les retours d'expérience, faire en sorte que les bonnes pratiques émergent pour effectivement que derrière ce sera un vrai relais de croissance pour les territoires et pour les industriels. Et du coup, Infranum, c'est pas un scoop, a initié donc l'étude sur les territoires intelligents avec la DGE. Étude effectivement qui a permis de déboucher sur cet appel à projet qui est effectivement un gros succès et qui montre effectivement toute l'appétence, en premier lieu d'ailleurs, des collectivités pour ces projets, collectivités de toute taille. Évidemment, les syndicats mixtes qui ont déjà des infrastructures et qui aujourd'hui cherchent justement à les valoriser, à s'appuyer dessus justement pour fournir des nouveaux services, et puis aussi des collectivités, parce qu'elles gèrent un tas de compétences qui veulent justement se servir du numérique et de la connectivité qui nous permet justement pour valoriser les services publics, améliorer la communication. Donc aujourd'hui, le rôle de l'Infranum, à travers la commission effectivement que je co-préside avec Gavert Tremblay, c'est un peu de prendre entre guillemets, de compléter l'appel à projet et de prendre le relais sur l'étude PIPAM pour passer un peu du concept à l'opérationnel, c'est ce qu'on dit souvent. Alors non pas pour donner une ligne directrice aux collectivités pour imposer un schéma quelconque, parce qu'il n'y a pas de schéma type, il n'y a pas de projet type, mais c'est plus pour donner des briques, à la fois pour sensibiliser les élus, pour qu'ils comprennent aussi derrière, pour ceux qui sont au cours de réflexion, les externalités positives de ces projets, en termes de retour sur investissement, en termes d'économie d'énergie, en termes de communication avec les citoyens. Donc ça, c'est un travail d'acculturation, entre guillemets, qu'on continue à faire et que l'étude PIPAM, effectivement, avait commencé de faire. On a aussi un groupe de travail qu'on appelle de l'idée à la stratégie. C'est pour aussi, entre guillemets, partir de l'historique des réseaux et expliquer comment ces réseaux aujourd'hui sont vecteurs de nouveaux usages et sensibiliser les collectivités de partir de l'existant, de pas dupliquer les infrastructures, effectivement de valoriser tout leur patrimoine. Et un dernier groupe de travail qui donne des solutions opérationnelles. Des solutions opérationnelles sur tous les aspects juridiques, sur les modes de gestion, sur les aspects techniques, effectivement, également sur la donnée. Et donc, le but du jeu, peu importe la collectivité, entre guillemets, qui devra se saisir du sujet, c'est qu'elle a, entre guillemets, une boîte à outils concrète dont elle pourra disposer, dont une modalité, donc on est encore en train de définir côté Infranum, et qui, du coup, derrière, pourra faciliter ces projets. Si l'appel à projet continue, on espère que le fonds de cet appel à projet sera abondé, tant mieux. Mais même si l'appel à projet n'existe plus, demain, en tout cas, elles sauront qu'il y a d'autres types de subventions qui existent, elles sauront qu'il y a des choses qui peuvent se faire très simplement. Elles auront un retour d'expérience parce que tout ce qu'on fait se fait en partenariat avec les collectivités. On travaille en concertation avec les collectivités, on fait des retours d'expérience. Vraiment, on facilite l'échange avec les industriels pour que les deux secteurs puissent communiquer plus facilement. Donc voilà le travail d'accompagnement en fait qu'on fait, qui est complémentaire à mon avis à celui de la Banque des Territoires sur ces projets, pour du coup entre guillemets casser l'angle conceptuel et passer vraiment à l'opérationnel à grande échelle. Oui, on entend bien que tous les deux, vous avez ce souci, effectivement, d'accompagner l'ingénierie territoriale pour donner corps à ce concept. On est un certain nombre à avoir lu la synthèse de l'étude PIPAM, les 42 pages. Qui a lu les 300 pages? Allez, levez la main. Emmanuel, il était obligé, ici. Ben voilà, quand même, faut le dire. Parce que c'est vrai que mais moi j'ai trouvé que c'était un travail extrêmement solide, extrêmement bien documenté, accroché assez haut quand même. Donc c'est vrai qu'on va avoir besoin d'être accompagné sur ce que concrètement ça permet de développer. On sent que vous avez ce souci partagé, alors que la Caisse soit sollicitée sur l'ingénierie territoriale, elle en a l'habitude, et puis c'est partie de sa vocation. Mais est-ce qu'on peut dire, Audrey Morel, que les délégataires qui sont à Infranum, les entreprises, est-ce qu'elles sont aussi sur le terrain sollicitées comme ça par les délégants en disant mais comment on pourrait aller vers ça? Est-ce que ce dialogue il est en place aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez mis en place cette commission? Alors, je ne sais pas s'il est mis en place au sein de toutes les collectivités, mais quand même globalement, ce sujet-là, alors il a un stade de maturation différent selon les collectivités, mais
Globalement, aujourd'hui, les délégants commencent à être de plus en plus soucieux, justement, face à l'émergence des usages, sur comment aujourd'hui ils ont une infrastructure, donc le RIP, de quelle manière ils peuvent les valoriser, quel usage peut être mis en place sur ces RIP. Donc, effectivement, ils sollicitent leurs délégataires pour la mise en place de nouvelles offres. Il y a aussi un travail de concertation qui est mis en place et qui devrait, en tout cas, être plus favorisé entre les délégataires et les autres acteurs qui interviennent sur ce sujet, justement, pour éviter qu'il y ait des actions un peu éparses qui soient mises en place au niveau des territoires. Ça, c'est le premier point. Mais après, je pense que c'est un peu le nouveau challenge de demain et qui est effectivement, il n'y a pas que les délégataires qui sont concernés, clairement, mais il y a aussi toute une catégorie d'acteurs qui doivent travailler en tout cas main dans la main avec les délégataires, puisque c'est quand même eux qui exploitent les réseaux. Il y a aussi une autre catégorie d'acteurs qui doit être concernés, c'est-à-dire qu'il y a les délégants doivent aussi, entre guillemets, travailler main dans la main avec les autres acteurs publics qui sont aujourd'hui demandeurs de ces nouveaux usages. Donc, mais ce travail de concertation, effectivement, il est mis en place, il doit être mis en place, à mon avis, de manière plus systématique que ce qu'il est aujourd'hui, clairement. Mais ça fait partie des actions, évidemment, qu'on préconise. Merci. Emmanuel Passilly, les bonnes pratiques ou ce qui revient peut-être de manière récurrente dans les projets qui sont portés à votre connaissance. Et puis vous, en tant que Banque des Territoires, ce que vous attendez en termes de nouveaux services qui sont un petit peu le socle de base d'un territoire intelligent, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve une diversité de sujets traités, dépendant très fortement des compétences, mais aussi des stratégies des différentes collectivités et de l'importance de tel ou tel sujet dans la trajectoire politique de la collectivité. On a quand même des choses qui reviennent beaucoup. L'environnement aujourd'hui est très mis en avant et tous les sujets de neutralité carbone commencent à poindre vraiment avec des vrais cas d'usage. On voit émerger tout ça et on est toujours sur une variété de cas d'usage, que ce soit, on a parlé d'éclairage intelligent qui était le premier cas d'usage qui a mis en avant une réelle pertinence économique et là aussi moi je sensibilise l'ensemble des acteurs de ces sujets-là. Il faut à un moment qu'on soit capable pour promouvoir le développement de ces territoires connectés, de mettre en avant des éléments financiers, des éléments d'impact sur le territoire, des éléments d'impact sur l'environnement qui soient mesurables, qui soient incontestables. Et si on veut passer à l'échelle, il faudra vraiment que ces sujets-là soient travaillés de façon très détaillée, très approfondie. Donc nous, on est là pour ça, on est là pour accompagner les territoires, on est là pour les aider dans leur réflexion, dans leur ingénierie initiale. On participe aussi à l'émergence d'offres et là c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous. C'est aussi de faire en sorte que les offres pertinentes, les services innovants aient les moyens de se développer, d'attendre la maturité du marché, de trouver leurs clients, de développer les bons modèles. Donc, on est toujours à la recherche d'offres innovantes dans lesquelles on peut investir. Et donc, là aussi, on est à l'écoute du marché, des collectivités pour que l'ensemble de ces cas d'usage soient développés et soient déployés dans les territoires. Est-ce qu'on trouve beaucoup de projets qui comportent de la gestion intelligente de la collecte des déchets, des smart grids, des centrales villageoises, des choses comme ça ? Oui, alors dans les thématiques qui ressortent, on a le pilotage de bâtiments. Ça, c'est quelque chose qui ressort assez fortement. Pilotage énergétique. Oui, énergétique et l'ensemble de l'efficacité de la gestion du bâtiment. On a aussi, tu l'as cité, la gestion des déchets. On a encore de l'éclairage. On a un sujet assez large sur la gestion des flux. Donc là-dedans, on met beaucoup de choses.
on met les sujets de vidéosurveillance, mais aussi l'analyse de l'utilisation de telle infrastructure, de tel équipement public, la fréquentation de tel ou tel établissement, événement et autres. Donc, encore une fois, ces données servent la connaissance des territoires, servent les élus pour qu'ils orientent leur stratégie et leur politique publique. Et tous ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants. Et là, je rejoins ce que disait tout à l'heure Antoine, c'est que en termes de souveraineté territoriale, puisqu'on en est là, avoir la meilleure connaissance du territoire à travers la donnée, être sur un point d'égalité avec l'ensemble des parties prenantes qui interviennent sur le territoire et qui, elles, disposent d'un certain nombre de données, c'est essentiel pour les élus. Et je pense qu'on peut pas passer à côté d'un tel enjeu. Sinon, à un moment, on est en difficulté pour prendre des décisions pertinentes sur le territoire. Merci Emmanuel. Juste, je rappelle que l'appel à projet n'est pas clos, qu'il y a une deuxième relève pour le 7 septembre. D'accord. Et que pour préparer cette deuxième relève, on a refait une séance de webinaire qui aura lieu le 17 mai. 17 mai. Je vous engage à garder la date en tête pour présenter. On présentera à la fois le cahier des charges, mais ça, beaucoup le connaissent, mais aussi quelques orientations et quelques retours d'expérience de l'appel des dossiers qui ont été déposés pour faciliter les réponses et faire en sorte qu'elles soient encore plus pertinentes que celles qui ont été déposées dans la première relève. Merci Emmanuel. Si vous avez la gentillesse de m'envoyer quelques éléments pour que je mette ça dans une newsletter États généraux des RIP avec tous les liens pour se connecter, etc. Voilà, on le fera avec beaucoup de plaisir. Audrey Morel, je reviendrai vers vous tout à l'heure, mais sous votre casquette d'avocate pour parler un petit peu de la donnée au sens large. Mais juste avant, je voudrais entendre Cyril Luneau. Cyril, donc depuis... moi, j'ai connu il y a 20 ans Territoire innovant, parole d'élu. Alors, on a été Territoire innovant, Smart City, Smart Village. On a même commis un manifeste des Smart Villages. Ensuite, Territoire connectés et durables. Maintenant, Territoire intelligent. On parle toujours un petit peu de la même chose, c'est-à-dire de la manière dont le numérique pourrait amener les territoires à se transformer, à apporter plus de services aux citoyens, plus d'attractivité, notamment touristique, et plus de développement économique. Donc, au fil de cette histoire, quelle est la stratégie du groupe Orange sur cette perception des territoires intelligents? Quels sont les chemins qui y conduisent? Alors, on parle des exemples de Louviers, on parle des exemples de Fluvision. Emmanuel Passilly en parlait, la gestion des flux. Voilà, c'est quoi un territoire piloté par la data et c'est quoi la manière dont Orange entend accompagner les territoires de vos RIP sur ce sujet? Ça, c'est une question. Parce qu'elle est large. J'aime bien. Non, alors, ceci dit, ça m'amuse parce que je suis retombé sur des éditions d'il y a en effet plus de 15 ans de Parole d'élu. C'était mon prédécesseur qui avait lancé ça. Et quand on feuillette ces books, eh bien, il y a un florilège de solutions, un florilège d'innovation, d'expérimentation. Donc, les collectivités sont vraiment en plein d'idées et quand on les regarde, il y en a qui sont restés. Je trouve quand même que finalement toutes les solutions qui avaient été lancées il y a quelques années, il y en a encore qui existent, mais quand même c'est somme toute des feux de paille parfois. Et je trouve que également les tables rondes là de cet après-midi sont très intéressantes parce que on voit autour de la table je dirais pas les bonnes personnes. Je veux pas dire que je suis la bonne personne, mais en tous les cas, avoir des groupes qui veulent structurer à travers des fédérations, à travers des institutions comme la Caisse des dépôts, Banque des territoires, à travers aussi non pas le DSI ou le DGA qui va parler de sa paroisse sur quelques sujets de compétences qui lui sont attribués, mais c'est le DGS qui est là et donc il a une vue globale de la collectivité et de ce qu'elle doit délivrer en termes de pilotage, de contrôle, etc. Eh bien, c'est une vision un peu plus générique, un peu plus générale, un peu plus globale, et c'est celle qu'il faut avoir pour structurer une industrie. Si on regarde, il y
il y a je trouve plus mon mot, c'est pas grave. On a regardé sur l'ensemble des appels d'offres qui ont été lancés l'année dernière, il y a 2 ans, par les collectivités, qui sont tagués Smart City. Eh bien, il y en a beaucoup, certes, mais finalement, si on regarde aussi les attributaires et celui qui a gagné le plus de lots, etc., eh bien finalement, il a que 3 ou 4% de part de marché. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si on veut avoir des territoires où on dit connecté, peut-être, intelligent, sans doute, mais durable, certainement. C'est impossible. Vous pouvez pas avoir ça si vous n'avez pas une industrie et si vous n'avez pas fait comme ce qui s'est passé sur le plan France Très Haut Débit, un programme qui est piloté, sur lequel il y a adhésion des acteurs pour avoir quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Et c'est ce qui avait été fait dans le plan national France Très Haut Débit. Merci Antoine. Mais en tous les cas, il y avait des acteurs qui convergeaient sur une façon de faire, une façon de se parler, une façon de dialoguer, une façon de prendre des modèles qui étaient des modèles qui n'existaient pas. On est même, parce qu'on est très créatif encore une fois, on crée même des CMOP mais à des fins qui étaient la même chose. Le fait de couvrir un réseau en réseau d'initiatives publiques avec une puissance délégante, etc. Donc ces choses-là, on doit les retrouver dans un programme de Smart City, peu importe comment on l'appelle. Il faut avoir ça. Sinon, c'est pas possible. Alors, je peux vous parler de plein d'exemples parce que Orange est présent sur les territoires. On a en effet des projets de Fluvision, des projets de Ma ville dans ma poche. C'est une manière aussi de concentrer pour l'utilisateur, pour l'habitant de Deauville. Alors, Deauville ne l'a pas, Ma ville dans ma poche, mais d'autres l'ont. Et donc, que ça soit Nantes ou des petites communes, eh bien, elles peuvent avoir l'ensemble des informations de la ville, mais qui sont pratiques et qui ont sur ce même outil qui est le smartphone dans leur poche, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que on n'est pas obligé d'aller sur X support pour aller chercher une information, et ça c'est une façon de concentrer les choses et qui est adaptée à la vie courante de l'utilisateur. Donc on a plein de choses comme ça. Tu parlais de Louviers, c'est vrai qu'en venant ici on passe par Louviers. Eh bien, Louviers, ce qu'il voulait, c'est une plateforme de concertation. À la fois, il y a des demandeurs et puis des gens qui offrent une prestation, et c'est une rencontre entre des demandes et des offres, mais qui sont liées également dans l'action Cœur de Ville. Vous connaissez ce programme aussi. Il faut redonner de l'attractivité, redonner de l'activité au centre de la ville. Et c'était une façon de le faire à travers l'ensemble des informations que peut avoir besoin les habitants au cœur de la ville. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc au-delà de la plateforme citoyenne J'aime Louviers, on en fait plusieurs, tout ce qui est dématérialisation, etc., etc., etc. Bien sûr. Mais pour autant, il y a une formule aujourd'hui qui est souvent employée, qui est autour de data driven. Alors au-delà de la formule marketing de certainement un consultant bien averti, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est finalement répondre aux obligations réglementaires au niveau d'une ville, c'est aider à un diagnostic, c'est essayer d'avoir une meilleure planification pour les arbitrages des élus et évidemment de la direction générale des services, dont c'est l'objet, et puis créer de la valeur interne avec l'ensemble de l'écosystème, mettre en visibilité les atouts du territoire, garantir la souveraineté. On ne peut pas, encore une fois, on va pas pouvoir parler de cybersécurité ou plutôt de campagne et d'action envers la cybersécurité s'il n'y a pas une gouvernance de la donnée. Et si on le prend pas d'une manière plus globale, c'est pas possible. La cybersécurité n'est possible qu'à partir du moment où il y a une gouvernance. Et pareil pour la souveraineté de la donnée publique qui est générée par la collectivité. Eh bien, c'est hyper important que ça soit pris d'une manière séparée. C'est-à-dire que
on parlait des grandes collectivités qui ont lancé des projets, je ne vais pas les citer, mais très souvent, c'est un projet plutôt énergie, éclairage public, etc., qui a drivé, qui a conduit à faire un projet qu'on a coloré smart. Mhm. Et ça a été très marketé smart. Pour autant, c'est pas un projet Smart City qui a englobé ensuite un projet d'une verticale métier. Et c'est, à mon sens, ce qui doit être changé. On doit avoir, je vois Béthune qui a fait un travail magnifique sur la gouvernance de la donnée. Eh bien, je suis sûr et certain que le maire de Béthune, il sait exactement ce qu'il veut faire et comment il va le faire pour sa commune. Donc, à mon sens, c'est de cette manière-là qu'il faut prendre les choses. Donc, des plateformes de gestion de la donnée. On pourra avoir aussi des modèles juridiques, économiques, financiers qui seront un peu différents. On en a connu avec, je l'ai dit, des PPP, des affermages, des DSP et des régies, tout ce qu'on veut, peu importe le modèle. Pour autant, il faut qu'il soit adapté à ce que la collectivité, sur la durée, etc. Mais en tout état de cause, il est essentiel qu'il y ait une ossature, une colonne vertébrale qui soit la direction que veut prendre la collectivité sur l'ensemble de ce qu'elle génère sur le territoire. On parle de transparence, on parle d'alignement, de concertation avec le citoyen. Si vous dites pas au citoyen comment vous allez gérer la donnée que vous produisez, si vous la déléguez juste à travers des marchés de services sur lesquels vous avez aucun pilotage de la donnée, c'est eux qui l'ont, c'est pas vous, parce que vous l'avez pas organisé et préparé de cette manière-là. Eh bien, on l'a pas. Voilà. Donc c'est en tout cas nous, c'est notre conviction. Il faut absolument que avec Infranum, avec la fédération et les acteurs, les différentes associations d'acteurs, etc., on puisse s'entendre sur un modèle. On a beaucoup espéré qu'il y ait une nouvelle mandature qui puisse proposer ce type de programme au niveau national. Je suis pas sûr qu'on ait été entendu. Pour autant, c'est un peu flottant, mais ça doit arriver si on est tous d'accord dans la salle pour le faire. En tous les cas, voilà. Donc, je suis ravi que tu aies pu mettre à l'honneur, en tous les cas, ces sujets-là, parce qu'ils sont importants. On a entendu 10 fois à toutes ces tables, on a mis des tuyaux, mais c'est pour des usages. Oui, il faut les faire, mais d'une manière organisée. Je vous rappelle que les premiers réseaux d'initiatives publiques de fibre, ils n'étaient pas tout à fait conformes à ce sur quoi on s'est mis d'accord ensuite, et ils n'ont pas fait tous long feu, ou en tous les cas, ils ont dû être refaits, reconstruits, etc. Voilà. Merci Cyril Lunon, on vous applaudit. Donc, sans trahir votre pensée, finalement, avant le data-driven, il y a le project-driven, c'est-à-dire il y a le projet de territoire, ouais. Il y a finalement les données qu'on identifie, dont on aura besoin parce qu'on a un projet qui porte effectivement sur telle ou telle composante des services qu'on offre aux citoyens. Donc, il y a peut-être ces premières questions à se poser, mais aussi un accompagnement pour, dans la boîte à outils, voir ce qu'il est possible de faire avec le numérique. La question de la donnée, Audrey Morel, justement, c'est souvent quand on se tourne vers le juriste, peut constituer un point de blocage, notamment sur la donnée. On a effectivement cette difficulté à intégrer des référents CNIL dans les collectivités. Bon, le RGPD, c'est un peu épais. Enfin, aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre des collectivités? Quand on leur dit data-driven, c'est aussi parfois un petit peu, pardon de le dire comme ça, mais une boîte à claques. Oui, alors déjà, il y a le concept de gouvernance de la donnée. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas encore bien cerné par tout le monde. Enfin, c'est vrai que tout le monde sait qu'il faut se saisir de la donnée, valoriser sa donnée, mais c'est vrai qu'il y en a encore qui se demandent, mais c'est quoi la gouvernance de la donnée? En fait, je pense qu'il faut un peu décomplexifier le concept. Aujourd'hui, gouverner la donnée, déjà, c'est bon, effectivement, se doter des outils juridiques et techniques pour respecter un certain nombre d'obligations légales et réglementaires en matière de RGPD, d'open data, et puis derrière, effectivement, pour utiliser sa donnée et la valoriser. Et derrière, alors, pour donner des exemples concrets, effectivement, c'est se doter d'un délégué à la protection de la donnée, c'est effectivement mettre en place une politique de la donnée, une gestion des cookies, enfin, c'est des choses, en fait,
Des contraintes. C'est des contraintes, mais il faut pas voir ça comme ça, parce que je veux dire, bon, déjà, on est obligé de le faire. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, c'est plus faire ça bien pour après, du coup, utiliser sa donnée. Il y a la question du format de la donnée, aujourd'hui aussi, qui est pas bien traitée, parce que effectivement, il y a beaucoup de données aujourd'hui qui proviennent effectivement des titulaires de marché ou des délégataires de services publics. Et on est focalisé aujourd'hui sur la gouvernance de la donnée, et paradoxalement, beaucoup de collectivités ne se saisissent pas du suivi de la donnée, de la collecte de la donnée. Il ne sert pas de clause de données dans leur contrat public, entre guillemets, ne sert pas de dispositif entre guillemets plus ou moins coercitif pour récupérer cette donnée sur des bons fichiers, en temps, en heure, sous des formats exploitables. Et en fait, tout ça doit être entre guillemets géré en commun et pas de manière silotée, parce que sinon, entre guillemets, on fait mal les choses, quoi. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'engouffrer dans des concepts qui peuvent apparaître un peu flous et insurmontables. Il faut juste dire, voilà, il y a des obligations légales et réglementaires qui peuvent être respectées de manière très simple. Il y a des retours d'expérience. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être mises en place très simplement. Mais derrière, si on veut valoriser sa donnée, si on veut communiquer dessus, il faut effectivement après, de manière contractuelle, serrer des vrais dispositifs, des vraies clauses de données, des vrais dispositifs de collecte, des dispositifs coercitifs. Je suis désolée pour ceux que ça va embêter, mais c'est comme ça. Et faut faire les choses, faut prendre son temps, faire les choses bien, mais de manière coordonnée, quoi. Merci. Là aussi, il y a des règles de l'art. On l'aura compris. Exactement. Merci beaucoup. Alain Comely, vous êtes directeur des relations avec les collectivités de TDF, et vous aussi, vous avez travaillé ce sujet des territoires intelligents. Mais juste avant d'évoquer cet aspect-là, où en est-on des nouvelles du développement des réseaux dans les collectivités de TDF? Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les réseaux, effectivement, parce que je vais peut-être insister un tout petit peu, puisque on parle bien dans les territoires intelligents, des territoires connectés et durables, et évidemment, ça s'appelle états généraux des RIP ici, mais il y a d'autres réseaux auxquels on est beaucoup à contribuer et qui vont y contribuer énormément. Donc, TDF, le volet fixe, 4 réseaux d'initiatives publiques pour simplifier. Il y en a un qui n'y est pas tout à fait, mais donc 2 qui sont quasiment terminés, le Val d'Oise et les Yvelines, c'est-à-dire toutes les communes sont couvertes, on est dans les derniers pourcentages des immeubles, les raccordements complexes, etc. Et puis deux RIP, j'allais dire, pour lesquels le déploiement bat son plein, le Val de Loire, plus de 140 000 prises locaux raccordables, hein, sur plus de 300 000, et puis le Maine et Loire. Donc tout ça avance bien. Le deuxième réseau qui, je crois qu'on a dit deux, trois mots dans cette journée, c'est le mobile évidemment, et puis le New Deal mobile, donc ce fameux projet qui est derrière. Là aussi, beaucoup d'acteurs y contribuent. Nous, on y contribue sous l'angle de l'infrastructure. C'est beaucoup le pylône, mais c'est beaucoup de travail, puisque là, nous sommes sur un rythme depuis environ 5 ans de presque 300 pylônes levés par an, que TDF, sachant que nous sommes un certain nombre d'acteurs à les lever, ce qui veut dire d'ailleurs que ça va au-delà des ambitions du New Deal mobile même. Hein. Donc c'est un pylône que nous levons chaque jour, et quand vous lisez la presse, vous pouvez voir toutes les difficultés qu'il peut y avoir locales, associatives, de poser un pylône quelque part, même s'il s'agit de répondre à une demande de la collectivité et des usagers. Et puis je voudrais, dans l'ADN de TDF, il y a la diffusion, alors même si la diffusion hertzienne, même si on n'en parle pas beaucoup. Ce sont des systèmes, que ce soit la TNT ou que ce soit la radio, qui sont largement encore plébiscités par les usagers. Et à titre d'exemple, vous pouvez voir une petite vidéo d'une opération qu'on a faite le 15 mars, qui était assez spectaculaire, puisqu'il s'agit de rehausser la Tour Eiffel pour y mettre un pylône et des antennes pour le DAB+, donc ce qui sera le successeur, ce qui est le successeur de la FM en mode numérique. Et donc la Tour Eiffel est passée à 330 mètres, à la grande satisfaction aussi de la SETE, la gestion de la Tour Eiffel, et de la mairie de Paris. C'était une belle opération avec hélicoptère et tout. Voilà, tu m'avais demandé une vidéo d'hélicoptère, je crois que c'était à Rurality que je n'avais pas amené. Là, vous en avez une là, vous encore plus belle magnifique. pour monter un an de préparation.
Oui, 1 an de préparation parce qu'on survole pas Paris en hélicoptère comme Comme on ça. Voilà, il y a beaucoup de travail. Est-ce qu'on peut considérer que tout est en bonne voie, du coup, en matière de réseau numérique, de votre point de vue? Est-ce que les territoires intelligents peuvent déjà s'appuyer sur ces réseaux? Alors, tout est en bonne voie, tout est terminé. Un peu spoiler, non. Bah, il s'agit déjà de compléter ce qu'on fait, hein, le FTTH bien sûr, les réseaux mobiles, et on est loin. Mais on pense qu'il faut aller quand même plus loin. Quand on parle de l'horizon justement de territoires connectés et durables, donc de territoires intelligents. Pourquoi ? Parce que cette intelligence ou cet usage que nous allons tous avoir, la facilité d'usage qu'il faut absolument avoir pour qu'un territoire intelligent, pour qu'un territoire soit intelligent, il faut que tous les utilisateurs puissent partager, utiliser, et on sait le nombre de personnes qui ont des difficultés dans l'usage. Et ça, les réseaux, la facilité d'accès aux réseaux, c'est une partie de la réponse. Et ce qu'on veut dire derrière, c'est que il y a encore, on a encore beaucoup de difficultés à raccorder dans nos usages les différents réseaux. On va passer de l'un à l'autre plus ou moins facilement. Parfois, on n'en aura pas. Et alors, nous, on désigne ça sous le terme de nomadisme numérique, finalement. Il faut tendre vers un nomadisme numérique, pas seulement la mobilité, ça peut être la mobilité, mais le nomadisme, c'est un peu dans toutes nos actions journellement, avoir accès le plus simplement possible au bon réseau. Un petit clin d'œil nomade, d'ailleurs, en venant ici, en prenant le train, j'étais étonné que encore entre Lisieux et Deauville, tout d'un coup, plus de voix pendant, désolé, 3-4 minutes. C'est pas la 4G, là, c'était plus de voix du tout, ça a été coupé. Donc, le nomade étant l'acronyme, je crois, du réseau régional. Alors, pour ça, donc c'est la continuité effectivement des projets qui sont en cours. Dans le New Deal mobile, on parle beaucoup de ce qui s'appelle le dispositif de couverture ciblée, mais il y a justement la couverture des axes de transport, qu'ils soient ferroviaires, qu'ils soient routiers. Et puis au-delà de tout ça, il y a aussi donc des projets sur lesquels on travaille énormément, qui est tout ce qui est l'indoor, hein, donc dans ce terme barbare. Alors ça va de la couverture des métros. On a réalisé, maintenant il y a 2-3 ans, c'était la couverture du métro de Rennes. Là, la deuxième ligne va bientôt être ouverte, et de même, on va faire la couverture de cette deuxième ligne. C'est la couverture dans les tunnels aussi, avec des notions de sûreté, de sécurité dans les tunnels. Et puis, c'est la notion aussi de réception à l'intérieur des bâtiments. Et là, avec tous les nouveaux bâtiments qui arrivent aux normes HQE, et bien malheureusement, les normes HQE font de plus en plus que les ondes ne pénètrent pas. Alors, quand on travaille en fixe, il n'y a pas de problème. Quand on veut travailler en mobile, et bien, il faut aller au-delà. Et d'où de grands chantiers avec, on est assez nombreux à travailler sur ces chantiers, hein. Là encore, de façon, de sorte que l'accès soit possible un petit peu dans toutes les situations, ce que j'indiquais dans les situations de nomadisme. Et puis juste pour terminer sur ce point, sur le futur, il y a aussi alors un terme barbare que je voudrais prononcer, je crois qu'on n'a pas trop parlé de edge computing, hein, et ça fait partie un petit peu de cette problématique aussi, parce que c'est tout ce qui va faire en sorte que l'on a un accès avec une latence très faible à la donnée dans nos usages, dans les futures applications. Et là, il y a un gros travail. Alors nous, on y travaille avec certains opérateurs au niveau des infrastructures, hein, de la mise à disposition des infrastructures. Les opérateurs ont beaucoup de travail de ce côté-là. Donc vous voyez, tout un panorama pour nous qui est un préalable, pas forcément un préalable complet, mais qui va aussi faciliter cette mise en œuvre des territoires intelligents, en tout cas des territoires connectés au sens large et durables. Parce qu'on y aura finalement une continuité numérique,
une sorte de bain numérique, d'atmosphère numérique, Oui. où qu'on soit, et de manière assez transparente, finalement, le service sera tout le temps là. Oui. C'est ça l'idée. D'accord. C'est bien compris. Derrière cette question, effectivement, de la continuité numérique, on parle de territoire, on a parlé de données, de gouvernance de la donnée. Comment TDF envisage la question de la souveraineté numérique? Alors, derrière la souveraineté, alors on met déjà un point derrière la souveraineté numérique, on met en avant, on va dire, une notion aussi de, alors, propre à TDF et à certains autres acteurs, de neutralité, parce que on pense que ça aide aussi un petit peu, leur neutralité par rapport aux opérateurs, par rapport je dirais, en tant qu'opérateur d'infrastructure et par rapport à des acteurs qui ont des applications dans des domaines bien particuliers. Parce que cette neutralité, finalement, fait en sorte que nous, on n'a aucun intérêt justement à posséder la donnée ou à faire en sorte qu'elle soit moyennement partagée. Donc la neutralité, c'est un point important. Ça a aussi un certain intérêt, c'est la mutualisation, parce que quand on est neutre, forcément, on est ouvert et on cherche à faire en sorte qu'il y ait un maximum d'acteurs qui viennent travailler avec nous. Et au passage, dans la mutualisation, il y a aussi la notion de sobriété, parce que dans tout ce sur quoi on réfléchit ici, eh bien, il y a quand même toute cette question de sobriété du numérique en général qui est intéressante. Donc ça c'est une première partie, un intérêt, la neutralité. Alors après, la souveraineté, elle va se décliner au quotidien. Je crois qu'elle se joue au niveau local, ce qu'a dit, enfin, déjà introduit Antoine Darod, et effectivement, on le partage complètement. Alors, la souveraineté, je vais prendre des aspects extrêmement variés. Pour nous, la souveraineté, c'est aussi dans la construction des infrastructures, des éléments très basiques. Nous, c'est de construire, d'avoir la maîtrise de la construction de nos pylônes. C'est peut-être pas trop, mais à TDF, nous possédons une usine de construction de pylônes qui est à côté de Toulouse, à Beauzelle, et on construit des pylônes pour nous et puis pour les différents opérateurs, je crois, qui se fournissent dans cette usine. Bon, ça c'est très hard. La souveraineté, ce sont les data centers de proximité. Là, je passe un petit peu en revue différents aspects que l'on met à disposition. Les data centers, donc c'est un des aspects moins connus de TDF. Nous exploitons aujourd'hui 4 data centers à Lille, Marseille, Rennes et Bordeaux, qui est le plus grand. Plutôt des data centers, on va dire des petits data centers, des data centers de proximité, mais qui ont rencontré leur public, et notamment leur public de collectivité, qui justement depuis, je crois on a mis ces offres, on a démarré il y a 4 ou 5 ans. C'était le début, voilà, de chercher à implanter sa donnée localement. Donc on trouve des collectivités, des métropoles, des universités dans ces quatre data centers, aux côtés de sociétés particulières. Et puis donc c'est ensuite dans l'accompagnement des collectivités. Alors après, pour rentrer vraiment dans notre philosophie en termes de souveraineté, le dernier point que je voudrais développer, donc c'est un travail cette fois-ci dans la maîtrise de la donnée, puisque la souveraineté, sans répéter ou en reprenant avec des mots un petit peu différents, c'est vraiment la maîtrise par la collectivité des données qui vont être générées sur un certain nombre de services dans son territoire. Là, je voudrais juste mentionner donc un travail, une expérimentation que nous menons dans le cadre du programme Cœur de Ville avec la ville de Vichy. Donc, il y a différents aspects dans cette expérimentation. Il y en a un qui est une petite expérimentation, alors qui va être d'un point de vue service de la gestion technique de bâtiments, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'on a développé je dirais une philosophie, une stratégie de socle numérique commun, socle qui a été aussi prononcé par Antoine Darod. Et ce socle commun, c'est quoi? Dans une vision un petit peu simpliste, il nous est apparu qu'il y avait effectivement différentes façons de faire, et on a pris parti pour une de ces façons de développer la maîtrise de la donnée dans les territoires.
il y a une première façon qui est une approche dans laquelle, en fonction des services que l'on veut mettre en œuvre, une gestion des déchets, on va prendre un acteur et l'acteur va faire tout de haut en bas, du capteur, du réseau, enfin j'exagère un tout petit peu, d'un cœur de données, et puis la supervision. Et l'inconvénient de ça, c'est qu'au fur et à mesure, alors c'est effectivement, on le fait en fonction de ses besoins, mais au fur et à mesure, on met l'un à côté de l'autre des systèmes qui n'ont aucune raison de se parler et qui, au final, n'ont aucune raison de donner une vision commune, d'avoir une vision commune de la donnée. Il y a une deuxième façon de faire, là ce sont plutôt les gros projets, enfin bon, type Angers, Dijon, avec une approche extrêmement globale des très gros projets qui se chiffrent en millions, voire en dizaines de millions, et avec un horizon qui sont censés effectivement avoir prévu un maximum de choses et qui sont pas à la portée de toutes les entités. Et puis il y a cette troisième vision que l'on met en avant avec les collectivités avec lesquelles on discute et qui s'appuie un petit peu sur ce qu'on a fait effectivement à Vichy, qui est de dire finalement une façon de faire et qui peut être mise à l'échelle des différents territoires qui veulent travailler. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être au niveau d'une communauté urbaine, que ça peut être au niveau d'une métropole, ça peut être au niveau du département, voire plus loin si nécessaire. C'est finalement mettre en avant de suite le socle commun numérique, c'est-à-dire une base numérique commune qui va être capable à la fois d'accueillir finalement n'importe quel type de données qui va remonter par différents types de capteurs, par les réseaux, et puis de les présenter ensuite à différents types de visions, qui peuvent être la vision de la collectivité, qui vont être la vision des usagers. Voilà. Pardon, je serais trop bavard. Voilà, donc un socle numérique est commun, c'est ce qu'on met en œuvre effectivement à Vichy, et c'est notre vision de ce que l'on propose pour la souveraineté de la donnée. Merci Alain Comely, on vous applaudit également. Brice Messier, depuis le début, ces réseaux présentent pour les élus la promesse d'un développement économique. On l'a compris, Covage, nouvelle formule, se concentre sur cette partie business, sur le marché des entreprises. Donc, quelle lecture justement de l'apport dans l'économie locale de ces réseaux FTTO ou FTTB, en fonction de la manière dont on veut les appeler? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Sébastien. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ça m'amuse de voir Covage juste après l'héritage de Koch. Je sais pas, ça me perturbe un petit peu, mais voilà. Bon, c'est passé, ça va mieux. Bon, écoutez, déjà, alors je vais pas beaucoup revenir sur l'actualité qui a été représentée par Lionel et David, mais je pense que on a parlé de beaucoup de choses, notamment de l'organisation autour des smart cities. C'est extrêmement important que ça structure. Les appels à projets, c'est fondamental. La manière dont Infranum accompagne finalement le développement de ces usages. Puis, moi, je peux pas m'empêcher d'être assez terre à terre, mais finalement, il y a un socle à tout ça. Et puis finalement, moi, Covage, en tant qu'opérateur d'infrastructure, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est la raison pour laquelle on est finalement. Et je pense que c'est important de rappeler que ce socle, il est finalement fondamental. Nous, on a un opérateur d'infrastructure de fibre optique. Il peut y avoir des usages smart à travers des réseaux radio, évidemment, ou d'autres types d'accès encore, même si à travers la fibre et la radio, on a quand même balayé les deux principaux. Mais je pense que du coup, il faut rappeler qu'aujourd'hui, Covage, ce nouveau pôle d'activité au sein du groupe Altitude, il est là vraiment pour proposer des offres de gros à destination des entreprises, mais aussi des collectivités. Et on commence à travailler avec de nombreuses collectivités justement sur l'aménagement in fine pour pouvoir proposer des offres de type smart. Alors je dis offres, services, peu importe. Et ce qui a été dit est extrêmement important, c'est que finalement, nous, on va bâtir un socle et puis il va y avoir des services, effectivement, des verticales. Ça a été dit par Cyril, ça a été dit par Audrey également. Et je pense que c'est ça qui est important. Et donc, nous, on essaye de travailler, alors à notre échelle, à structurer finalement cet écosystème, à essayer d'être force de proposition en partant du bas, entre guillemets, c'est rien de péjoratif, mais de l'infrastructure, et pouvoir finalement fédérer
l'activité autour des usages intelligents des communes. Je finirai avec certains exemples qu'on a pu mettre en œuvre. Et voilà, donc la finalité, finalement, le fondement même d'aide de Covage aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter ce socle fondamental. Alors si je reviens sur la partie finalement des entreprises, parce que un territoire, il est intelligent au service des gens, finalement, il l'est pas dans l'absolu. Et ben pour qu'il y ait des citoyens sur des territoires, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait de l'activité. Et nous, on participe finalement, là nouveau humblement, à la connectivité de ces entreprises, à permettre à des territoires d'accueillir à travers leurs offres, notamment d'infrastructures, des entreprises, de leur permettre de s'implanter au-delà, entre guillemets, des grandes communes qu'on peut connaître, Paris, etc. Donc c'est un point extrêmement important de notre mission finalement d'aménagement. Vous savez, je lisais l'autre jour un petit article d'un sociologue. Alors je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais la phrase m'a rappelé. Aujourd'hui, les Français ils veulent la ville tout en vivant à la campagne. Alors, c'est un peu un paradoxe, mais finalement, aujourd'hui, c'est ce à quoi on est confronté. C'est la réalité. Je pense qu'on l'a tous vu ces 2 dernières années. Hein. C'est assez frappant. Et donc, finalement, nous, on va essayer d'assurer, d'apporter ces connectivités qui vont permettre aux gens d'aller finalement travailler depuis une commune rurale et puis permettre finalement de redévelopper de l'économie. Vous m'avez parlé de la valeur finalement qu'on pouvait apporter. Je pense qu'elle se situe là aussi. Redynamiser des territoires qui aujourd'hui finalement avaient plus vraiment d'activité économique, que les gens fuyaient par la faute des choses. Et puis finalement on arrive à redynamiser tout ça. Alors évidemment la fibre elle est encore aujourd'hui attendue, notamment par les entreprises. On avait mené Covage il y a début d'année 2021 un petit sondage qui montrait que finalement aujourd'hui, il y a 73% des entreprises en France qui ne sont pas encore équipées de fibre, mais qui entendent le faire dans les 3 années à venir. Donc autant dire que le socle de fibre, il va se faire dans les 3 années, en tout cas pour les entreprises. 73%. Tout à fait. Début 2021. 73% des entreprises qui entendent passer à la fibre dans les 3 prochaines années. C'est un sondage IFOP pour Covage. Historiquement Cosc, excusez-moi, mais 2 ans avant qui a été mené par Covage. Alors voilà, la fibre, ça améliore plein de choses, ça améliore aussi la compétitivité des entreprises, et c'est là encore un moyen d'enrichissement pour les territoires. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il faut aussi rappeler finalement ce que Covage on est capable d'apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, là au moment où on se parle, on est capable d'adresser 40% des entreprises sur les territoires à travers une offre type point-à-point, FTTO, 50% des entreprises à travers une offre type mutualisée, donc sur des réseaux plutôt type FTTH. Et puis finalement, la fibre, c'est le trait d'union entre la connectivité et puis les services que vont proposer tous ces acteurs verticaux spécialisés dans la vidéosurveillance, spécialisés dans les capteurs, spécialisés dans la gestion dynamique des éclairages, etc., etc. Je pense que c'est vraiment là qu'on se trouve. Et donc, on va, nous, en tout cas, tenter d'animer un écosystème de partenaires, être capable de proposer finalement en partenariat des solutions au territoire. Et puis, le point qui est peut-être important, qu'on voit encore aujourd'hui, mais à nouveau, je pense qu'on peut être confiant sur le fait que c'est en train de se structurer, c'est que même là où on opère un réseau de fibres, on peut voir des initiatives smart qui se déploient indépendamment finalement des services qui gèrent les réseaux. Alors, c'est lié tout simplement parfois à la structuration, l'organisation même de la collectivité en question, que ce soit un département, que ce soit une commune. Mais on peut voir potentiellement de la compétition se créer finalement entre un réseau de RIP qui existe, qui est là, et puis des initiatives par ailleurs liées ou dirigées par des acteurs autres et plutôt drivées par l'approche service. À nouveau, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive dans les prochaines années à faire le lien entre oui, on va proposer des services, mais oui, il y a une architecture, une infrastructure qui existe, et de réussir à faire le lien entre les deux sans couture. Voilà, pour pas passer à côté, notamment des effets d'aubaine que ça peut apporter. Voilà à peu près les points que je voulais mentionner, et puis peut-être donner quelques cas pratiques, parce que c'est vrai que quand on parle de smart cities, finalement, c'est encore comme il y a quelques années, quand on parlait du cloud, on mettait beaucoup de choses là-dedans. Et d'ailleurs, ça vous aura pas échappé que les informaticiens, quand ils veulent cacher un truc, ils mettent un gros nuage comme ça. C'est merveilleux, voilà, c'est le cloud. Mais du coup, il faut peut-être être un petit peu pratique sur nous ce qu'on a pu réaliser.
on est en plein cœur du Calvados, sur le territoire de Cœur-Côte-Fleury, et puis on a travaillé avec les services à l'époque de Covage, mais voilà. Maintenant, c'est dans le patrimoine de Altitude Infra, mais peu importe, je pense que c'était un beau projet. La mise en place d'un Wi-Fi public avec Cœur-Côte-Fleury, qui a permis notamment au niveau touristique d'exploiter des données. Et je pense qu'on est en plein cœur justement là du data mining. Donc vous voyez que rien qu'en mettant en place un réseau de Wi-Fi public, il y a tout de suite potentiellement des choses à en tirer. On a travaillé notamment aussi avec Somme Numérique et Amiens Métropole autour d'un bus à haut niveau de service. Alors, on dirait, qu'est-ce que ça vient avoir à faire avec la Smart City? Finalement, à travers le déploiement de ce bus à haut niveau de service, on a déployé de la fibre, donc à nouveau le socle, et puis ça a permis de mettre en place des services, donc des bornes piétonnières, tout simplement, des gens qui veulent avoir de l'information en attendant leur bus. Ça a permis de déployer de l'infrastructure qui leur a permis de mettre en place la gestion et de la circulation, des éclairages dynamiques, et puis finalement même de la vidéoprotection. Donc vous voyez, à travers un seul projet, on a réussi finalement à couvrir quasiment 4 types d'usages différents. Et puis enfin sur le Grand Nancy, où là c'est pareil, à travers un projet de vidéosurveillance à la base, ils en ont profité pour pouvoir mettre en place des châteaux d'eau connectés, la vidéoprotection à nouveau, et puis là encore du mobilier urbain intelligent qui participe finalement à l'écosystème de la ville intelligente. Voilà à peu près ce qu'on a pu faire, et puis voilà ce que je voulais partager avec vous, et je vous en remercie. Merci Brice Messier. Merci beaucoup. Et merci pour ce rappel de ce qui a été fait justement ici à Cœur-Côte-Fleury. Marc Bourris, directeur général des services de Cœur-Côte-Fleury, mais aussi vice-président de la DGCF, Association des directeurs généraux des communautés de France. Emmanuel Passy l'a dit, un certain nombre de collectivités, de strates de collectivités ont répondu à l'appel à projet, dont des intercos, dont je rappelle incidemment que la loi NOTRe dispose que c'est elle qui porte la compétence numérique de manière facultative et sous réserve que les communes la lui concèdent. C'est bien ça ? Et effectivement, on se pose la question. Aujourd'hui, un village, qu'est-ce qu'un village de 500 habitants ou de 1000 habitants peut prendre en charge une réflexion et l'ingénierie d'une logique de territoire intelligent? On l'a vu, Cyril Luneau le disait, il y a quand même des seuils de pertinence, il faut avoir une stratégie globale, etc. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, de votre point de vue, Marc, et du point de vue de la DGCF, est-ce que l'intercommunalité s'est vraiment saisie du sujet, notamment dans les territoires ruraux? Parce qu'on ne parlera pas forcément des grandes agglos, évidemment, c'est pas là forcément le sujet, mais dans l'intercommunalité rurale, dans les, je dirais, 80% des 90% des EPCI, est-ce que vous constatez que cette compétence est vraiment prise en charge? Oui, alors Sébastien, tu poses bien le sujet. Donc, il y a 1254 intercos en France, il y a 997 communautés de communes, et disons 250 communautés d'agglos, communautés urbaines ou les métropoles plus Lyon. Le vrai sujet, en effet, est posé dans les communautés de communes nettement plus rurales, où là, en effet, même si la première des compétences, c'est la compétence économique, qui aujourd'hui se décline aussi à travers le commerce et à travers le tourisme, le sujet du numérique et du transfert de la compétence de la commune vers l'interco reste posé dans la plupart des territoires ruraux. Parce que c'est quoi la règle? Il y a une équation, une règle arithmétique pour le transfert de cette compétence? Oui, alors nous sommes l'Europe des collectivités territoriales, sauf que c'est une majorité qualifiée des 2 tiers. C'est-à-dire 50%. Majorité qualifiée des 2 tiers. Voilà, il faut que 50% des communes qui représentent les 2 tiers de la population soient d'accord. Ou la moitié des communes, d'accord. Ou 2 tiers des communes représentant au moins 50% de la population. D'accord. Alors, dans la communauté que je dirige ici, le sujet est abordé par Philippe Augier, non pas en tant que technique, et je me rappelle, on avait reçu Philippe Legrand à l'époque, parce que on n'y connaissait rien, et on avait retenu que c'est pas de la technique, c'est de la stratégie. Et donc, dès 2007, ici, on a transféré, les communes ont souhaité nous transférer la compétence, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler lorsqu'on maîtrise la compétence. Et c'est une déclinaison, à mon sens, très forte de la compétence économique, alors qu'on partage avec la région. Nous, on est plutôt sur l'économie en tant que on fait les zones, alors que les régions apportent des fonds aux entreprises. Mais aujourd'hui, une zone qui n'est pas connectée, vous n'aurez personne dessus.
Alors quand c'est, clair. comme le disait Philippe Augier ce matin, quand le tourisme est ici la première industrie, si on n'avait pas fait la fibre à partir de 2008, il y a des gros congrès qu'on aurait perdus, parce qu'ils passent de l'image, etc., etc. À l'époque, c'est Jacques Belin qui était au CID, je me rappelle, il avait absolument besoin de bandes passantes pour des congrès, mais il y a aussi des hôtels, etc. Donc on voit bien que le tourisme aujourd'hui, je crois, qui commande encore un voyage en allant dans une agence de voyage traditionnelle, tout ça aujourd'hui, ça passe par la fibre. Et le tourisme d'affaires, qui souvent vient présenter ses produits, a besoin d'une bande passante très forte. Donc les territoires qui n'avaient pas la fibre ont perdu des congrès. Une fois que vous l'avez perdu, c'est compliqué de le récupérer. Alors je reviens à la prise de compétences. Il est clair que lorsque vous l'avez, c'est plus commode. Pour autant, il y a d'autres outils aussi. On appelle ça des services communs, mais il faut que les gens s'entendent bien. C'est-à-dire que les mairies peuvent très bien décider. Alors, moi, je suis breton. Les Bretons, on était pauvres, donc on est collectif. Et les GAEC en Bretagne, dans les années 60, c'était de se dire, d'abord, on n'avait pas les moyens d'avoir chacun notre moissonneuse-batteuse, donc qui travaille 10 jours par an, et puis après, qui pourrit dans le machin. Donc les Bretons, très tôt, se sont regroupés, ont fait des GAEC, ils ont acheté plein de moissonneuses-batteuses. Alors après, c'est la bagarre pour le calendrier. Bon, la Normandie, en termes d'esprit communautaire, on voit qu'elle a été riche, c'est un peu différent, mais ici, très tôt, il y a eu cet esprit, à travers notamment des PLU intercommunaux, et donc des visions stratégiques du territoire, et non pas des visions gadgets, de se saisir de cette opportunité. Alors, c'est pas le cas partout, mais si vous regardez des territoires comme l'Ardèche, des territoires comme la Drôme, se sont saisis du sujet de la fibre, quasiment au début des années 80, parce que les villages, ils étaient morts. Il y a des gens qui ont racheté des villages à l'époque aux francs symboliques, qui se sont installés, des créatifs, des enseignants, qui ont bâti des villages, compris les mairies, et qui ont fait venir la fibre très très tôt. Et donc, dès lors qu'il y a une vision collective, peu importe le support, soit c'est du transfert de compétences, soit on peut aussi faire un GAEC à la bretonne, et que les communes décident de se saisir du sujet, en montant un service commun et en travaillant ensemble. Alors, pour autant, une fois que vous avez fait votre infrastructure, comme Brice le disait, ça suffit pas. Ici, par exemple, on a acheté à Covage 15 ans de bandes passantes en reliant toutes les mairies. Alors, Deauville, il manquait pas d'idées, mais parce que c'est le maire qui s'agit du sujet. Si le DG est pas dans le sujet, c'est un problème. Je pense qu'il faut que les DG s'agissent du sujet. Bon, dans l'association, c'est pas le cas. Il y a encore des progrès à faire. Bon, mais vous mettez une infra, vous mettez une Rolls avec beaucoup de débit. Faut pas rêver, les communes se saisissent pas de notre infrastructure boucle noire comme ça par hasard et nous demandent à nous des idées. Donc c'est là. Alors, je pense que les idées viennent de tous, mais il y a un travail après à faire auprès des maires pour se dire qu'ils ont une Rolls à leurs pieds qui peut leur amener plein de renseignements. Si on prend un exemple ici, pourquoi il y a beaucoup de Parisiens ce week-end ici? Parce qu'il faisait beau. On a découvert par nos capteurs que ce qui est important, c'est pas la météo qui est annoncée ici, qui est une météo d'estuaire, qui est beaucoup plus fiable. Ça change tout le temps, c'est comme dans les îles. C'est la météo qui est annoncée à Paris, le jeudi soir. C'est ça qui conditionne le déplacement ici. Bon, quand vous savez ça et que vous avez l'alerte météo à 4 jours avant, vous dimensionnez vos forces. Vos camions d'ordures ménagères, on a tiré un peu la langue ce week-end, on les avait pas vus arriver, etc., etc. Donc, une infrastructure, des réseaux de capteurs, ça peut amener les décideurs à collecter des éléments et puis effectivement à mettre leurs forces en face. Voilà. Nous ici, si je prends l'indicateur des ordures ménagères, un week-end du 15 août, on a fait 100 tonnes et j'ai des week-ends du 15 août, j'ai fait 1500 tonnes d'ordures collectées. C'est pas la même force qu'on met en jeu. Après, on peut avoir un plan agricole, alimentaire, territorial. Les restos, on les pousse à faire du frais. Ils font quoi si les gens ne viennent pas? Parce qu'ici, on passe de 20 000 à 150 000. Donc, alors, on retrouve ça dans les poubelles. Donc, on manque d'outils aujourd'hui, y compris dans des territoires comme le nôtre, a priori en avance en termes de tourisme. Mais moi, je dis qu'en termes d'anticipation et tout, on a beaucoup de choses
on a de la donnée à collecter, on a des profils de vulnérabilité à établir pour à la fin se dire c'est telle variable effectivement qui fait que on risque d'avoir des flux, et à partir de là on organise derrière des tas de choses. Sinon on fait des jauges mal taillées en se disant oui normalement ils viennent ce week-end-là, ils viennent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui la fibre nous permet, par les données qu'on collecte, alors il faut convaincre maintenant les maires que ça a un intérêt, il faut convaincre les services que ça a un intérêt, il faut les faire travailler ensemble. La pensée globale, on en parle beaucoup, mais le silo technique, je pense qu'il a encore de beaux jours devant. Et donc, on est bien dans un système stratégique où les gens doivent se parler. Il y a 30 ans, avoir une psychologue dans une salle d'opération, on trouvait ça bizarre. Bon, ça y est, aujourd'hui, ils travaillent ensemble et on voit les résultats, notamment en cancérologie, où plusieurs disciplines qui se combattaient avant, dans le milieu de la musique, les percussions, ils parlent pas, on a tous connu ça. Donc, on retrouve ça à l'échelle des infrastructures numériques. Donc, il faut que les gens ils aient envie de coopérer. Et comme on disait tout à l'heure, collecter de la donnée, c'est bien, mais on va collecter des tonnes et des tonnes de données. On en fait quoi? Nous, on collecte de la donnée, par exemple, à partir des caméras vidéo. Enfin, s'il faut visionner tout ça, donc derrière, il faut des logiciels capables d'extraire par rapport à des variables qu'on lui a indiquées. Et puis après, faut mettre sur la table des données. Il faut que les gens ils aient aussi envie de s'en servir. Et peut-être qu'ils aient envie de changer. Et c'est là on retombe sur les managers. Je pense que l'obstacle, c'est pas tant les élus qui saisissent du sujet, c'est très souvent un problème de managers qui n'ont pas envie de changer l'organisation de leur service. La donnée, parfois, vous renvoie des choses assez brutes, qu'il faut revoir complètement votre organisation, que on vous remonte des choses, des services qui sont erronés. Le peuple, lui, voit les choses, il les voit différemment. Et après, vos élus se prennent un jour des volets de bois vert, on ne comprend pas pourquoi. Ils ont mis les moyens, Bon, voilà tout ce que pose ce sujet. Alors, au niveau des intercos, c'est sûr que, alors on est partenaire, notre plus gros partenaire, c'est la Caisse des dépôts. Bon, on monte des webinaires. Cet été, les universités d'été sont à Deauville, donc c'est un des sujets qui va être abordé. Je pense que, au-delà du sujet des élus, où je pense qu'il y a quand même une appréhension parce qu'ils sont en contact direct avec les gens, le sujet qui est posé, que tu poses là, c'est d'abord et avant tout un problème de manager. Et si, pour traiter ces sujets, on met que les ingénieurs et que c'est pas les directions générales qui s'en saisissent, c'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse. Moi, je viens du sport, la direction des sports à Caen, bon, j'avais le DG au-dessus de moi, c'était le maire. C'est clair, c'était une priorité. Quand vous trouvez la direction des sports dans les fins fonds du service des bâtiments communaux, ça veut dire que vous êtes là pour balayer les gymnases. Bon, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Merci beaucoup Marc Boris.